Il avait tout préparé pour être acclamé comme un vainqueur, les lumières, les invités, le discours parfait. Mais quand son ex-femme est entrée en scène avec leurs enfants, c'est son monde entier qui a basculé. Inscrivez-vous dès maintenant pour vivre ces histoires de dépassement, de foi et de nouveaux départs. Laurent Martin croyait avoir orchestré la mise en scène suprême de son propre triomphe, un salon historique réservé à l'Opéra Garnier, un tapis rouge déroulé pour l'élite économique européenne, des flashs crépitants comme des feux d'artifice et, au centre de la soirée, lui honoré pour son « excellence en conseil stratégique transnational ». Ce n'était pas un mariage, il n'y aurait pas de vœux, mais il prévoyait une annonce de fiançailles avec Amélie, fille d'un magnate de l'industrie aéronautique. Pour Laurent, ce serait le théâtre parfait pour montrer à toute la France ce qu'il était devenu. Et si Nadia apparaissait parmi les invités, tant mieux, elle assisterait de près au couronnement de l'homme qu'elle avait autrefois appelé rêveur. Pendant que les producteurs vérifiaient les détails dans la salle au velours cramoisi, une Bugatti Chiron bleue lui glissait sur l'avenue de l'Opéra comme une comète maîtrisée. La femme au volant, qui avait signé le chèque pour cette voiture d'un seul trait, sourit en ouvrant l'invitation dorée frappée du sceau de la fondation philanthropique qui sponsorisait le gala. Le billet lui avait été, délicatement, transmis par une secrétaire, avec une phrase soigneusement répétée, « Monsieur Martin serait honoré de vous avoir à la soirée la plus importante de sa carrière ». Ce que Laurent ignorait, il venait d'inviter la fondatrice du groupe Aigle Doré, qui, dans le silence, avait avalé le cœur financier de son entreprise. Et elle ne viendrait pas seule. Elle viendrait avec une surprise taillée pour la scène. Au dernier étage d'un immeuble haussmannien dominant la place Vendôme, Laurent ajustait sa cravate de soie devant le miroir. À 42 ans, il dirigeait une société de conseil qui accompagnait des conglomérats en France, au Benelux et dans la péninsule ibérique. Il vivait dans un appartement au balcon en fer forgé et son nom paraissait en couverture des magazines économiques. Amélie, radieuse, testait discrètement l'effet d'un collier de diamants, signé Cartier, sur la robe légère qu'elle avait choisie pour la soirée. L'équipe de relations publiques répétait avec lui l'ordre des remerciements, d'abord le ministre invité, puis les sponsors, ensuite la fondation, et enfin, l'annonce personnelle qui fera délirer les chroniqueurs. L'annonce, l'officialisation des fiançailles, serait faite sur scène, sous les projecteurs. C'était sa scène. Les invitations spéciales ont-elles été livrées ? Demanda Laurent en recevant une enveloppe contenant la liste des invités considérés comme « sensibles » par le cérémonial. Oui, Monsieur Martin, répondit la secrétaire. Y compris, celle-là. Laurent caressa du pouce le nom de Nadia Benali, calligraphié à l'encre bleue. Satisfait, il glissa le papier dans la poche de sa veste comme on insère la pièce finale d'un puzzle. Quelques heures plus tôt, François, son associé, l'avait appelé avec un message particulier. Leur plus gros client, un groupe de technologie médicale qui avait explosé depuis la pandémie, mais qui ne traitait qu'avec des représentants, souhaitait enfin présenter sa propriétaire, après le gala, pour ne pas lui voler la vedette. Laurent trouva cela exotique. En 3 ans de partenariat, il n'avait jamais vu la patronne. Seulement une voix filtrée par un modulateur lors des visioconférences, et des contrats impeccables tombant avec la régularité d'une horloge suisse. Une dirigeante jeune, brillante, excentrique. Une légende. Et maintenant, curieusement, intéressée par son grand soir. Elle est au courant des fiançailles, demanda-t-il. Elle semble tout savoir, répondit François, mal à l'aise. Parfois j'ai l'impression qu'elle nous étudie. Laurent rit. Les femmes puissantes collectionnaient les informations comme des bracelets, elles les exhibaient quand cela les arrangeait. Tout cela n'avait pas d'importance. Le centre, c'était la soirée, les applaudissements, les chroniqueurs, et, si la chance soufflait dans son sens, Nadia assise dans une rangée latérale, l'air déconcerté. Le passé, enfin, dans la salle. Le présent, sur la scène. Le nom de Nadia brûlait encore dans un recoin de la mémoire de Laurent, avec l'obstination d'un néon nocturne. C'était à l'université, au Brésil, qu'il l'avait rencontrée, un sourire franc, des cheveux attachés à la va-vite, une intelligence pour les chiffres qui démontaient des tableaux Excel comme on épluche des fruits. Ils avaient été ensemble, un mariage simple, des promesses griffonnées sur des serviettes en papier. Quand il entra dans un cabinet de conseil international, les tables devinrent plus longues, les vins plus chers, le vocabulaire plus codé. Vinrent les invitations à dîner dans des quartiers où la voiture ne passait que si le portier reconnaissait le nom de famille. Laurent, autrefois ému par le talent de Nadia, commença à avoir honte de son accent, de ses vêtements, de son rire spontané. Et quand elle annonça sa grossesse de jumeaux, il répondit avec la froideur d'un procès-verbal, ce n'était pas le moment, pas avec
quelqu'un comme elle, part au milieu de son ascension. La porte claqua. Restait la rue. Restèrent 2 valises, quelques économies et une fierté blessée que Nadia transformerait en carburant. Paris, à cette époque, n'était pour elle qu'une carte pliée au fond d'un tiroir. Nadia ne connaissait pas la ville. Elle connaissait les chiffres. Elle s'installa d'abord dans le 18e arrondissement, dans une chambre louée avec salle de bain partagée. Elle faisait des déclarations fiscales pour de petits commerçants, redressait des bilans bancals, passait des nuits à décortiquer des relevés, avec ses 2 bébés se relayant entre ses bras et la poussette. Une voisine du dessus, Madame Latifa, lui apportait souvent une soupe chaude et une phrase d'encouragement, « Bon courage, ma fille ». La France enseignait une autre musique au pas de Nadia, les tableurs avaient un accent, mais les mathématiques restaient une langue universelle. Le tournant survint dans une boulangerie de Montmartre. Le stock de farine ne correspondait pas au registre. En 2h30, Nadia retraça la chaîne d'approvisionnement, détecta les surfacturations, força une renégociation et sauva l'entreprise d'un couple qui comptait déjà ses pièces pour licencier du personnel. Le bouche-à-oreille porta son nom jusqu'à une petite société de logistique à Saint-Denis. Puis, jusqu'à un hôpital privé à Levallois. Les contrats s'accumulaient. Son regard clinique sur les fraudes, les inefficacités et les schémas invisibles semblait aimanter les opportunités. Quand les jumeaux, Lucas et Hugo, eurent 2 ans, Nadia jonglait déjà entre une clientèle croissante et un carnet noir rempli d'hypothèses d'investissement. C'est dans ce carnet qu'elle griffonna un soir, avec une encre noire et un léger tremblement d'excitation, Groupe Aigle Doré, non pas comme un fonds traditionnel, mais comme un écosystème, technologie médicale, optimisation opérationnelle et capital patient appliqué là où les requins détournaient le regard. Elle commença petit mais malin. Au lieu de lever des capitaux avec des promesses creuses, elle misa son propre argent sur une plateforme logicielle hospitalière sous-évaluée. Quelques mois plus tard, la société fut rachetée par un groupe étranger, et le capital de Nadia fut multiplié par 5. Ce n'était pas assez pour affronter les géants, mais suffisant pour attirer des regards discrets. Elle élabora une méthode que ses clients baptisèrent « Protocole Aigle », une séquence d'audit analytique, de redéploiement opérationnel et d'investissement tactique dans des entreprises de taille moyenne ignorées par les fonds traditionnels. En 3 ans, le groupe Aigle Doré avait des participations dans des cliniques, des laboratoires, des entreprises SaaS et des contrats de conseil avec des groupes industriels. Quant à la propriétaire, un mystère. Dans les réunions, seulement des voix, des avatars, des signatures numériques. Un mythe qui préférait laisser parler les chiffres. C'est ainsi que Laurent entra, sans le savoir, dans le rayon d'action du groupe Aigle Doré. Sa société de conseil, fraîchement installée à Paris, souffrait d'une croissance désordonnée. La proposition de l'Aigle Doré tomba comme une bouée, 30% d'efficacité en plus, 50% de bénéfices projetés supplémentaires. En échange, exclusivité et rémunération liées à la performance. Laurent accepta sans hésiter. 3 ans plus tard, il exhibait des résultats brillants, des profits records, et un discours sur la méritocratie qui séduisait les foules. Ce qu'il ignorait totalement, c'est que les rouages qui huilaient son succès étaient dessinés par la femme qui l'avait jeté dehors. Le jour du gala s'annonça froid et clair. À Paris, les jours importants défient souvent le gris. À l'hôtel de Crillon, le comité de la fondation philanthropique grignotait des mini-croissants en peaufinant l'ordre du jour, hommage aux consultants de l'année, vente aux enchères caritatives, concert du conservatoire, et, nouveauté de dernière minute, annonce d'un partenariat public-privé pour intégrer les données hospitalières à une intelligence artificielle éthique. Le sponsor principal? Le groupe Aigle Doré. Personne ne savait qui signerait sur scène, on disait que la PDG mystérieuse apparaîtrait enfin. L'après-midi, Amélie visita les coulisses de l'opéra. Elle murmura qu'elle était nerveuse. Laurent l'assura que tout fonctionnerait comme une horloge suisse ironique, pour quelqu'un qui dépendait de mécanismes invisibles. Le soir, les lumières s'allumèrent. Les lustres baccarat projetaient des constellations au plafond. Les journalistes tendaient leurs micros, les caméras ajustaient leur focus, et les invités cochaient les listes de présence, ministres, héritiers, directeurs, éditeurs, artistes, athlètes. L'orchestre entama, La vie en rose, dans un arrangement de cordes. C'est à cet instant précis que la Bugatti s'arrêta à l'entrée latérale. Le chauffeur ouvrit la porte et Nadia sortit comme un secret choisissant son propre moment pour être révélée. Sa robe bleue lui était de haute couture discrète, avec une coupe qui mettait en valeur les épaules et une traîne juste assez longue pour que les caméras suivent la ligne. À ses poignets, rien d'ostentatoire.
L'élégance de celle qui n'a rien à prouver, seulement à rappeler. À ses côtés, Lucas et Hugo, désormais âgés de 7 ans, portaient des costumes bleu marine taillés sur mesure et marchaient avec une curiosité polie. « Bonsoir », dit Lucas au vigile avec un sourire timide. Hugo serra la main de sa mère. La concierge examina l'invitation, haussa les sourcils en lisant le nom et ouvrit le passage. « Bienvenue, Madame Ben Ali. » Le hall retint son souffle. Le murmure fut d'abord esthétique. Qui est-elle? D'où vient-elle? Quel tissu est-ce? Puis il se transforma en questionnement. Nadia traversa le foyer comme si elle connaissait le terrain. Elle ne se retourna pas. Elle s'arrêta devant le panneau de programme, Luc, Groupe Aigle Doré, annonce de partenariat, et ses lèvres esquissèrent un demi-sourire. Ce sera ici, pensa-t-elle. La première partie de la soirée fut rythmée par les discours protocolaires. Des applaudissements polis. Des rires de comité. Des chefs de cabinet échangeant des billets pliés. La deuxième partie apporta la vente aux enchères. Nadia acheta silencieusement un piano ancien pour le donner à un conservatoire de province. Les jumeaux battirent des mains, retenus. Depuis la loge d'honneur, Laurent remarqua le mouvement dans la rangée centrale et son cœur s'emballa d'adrénaline. Nadia. Présente. Réelle. Riche. Intouchable. L'espace d'une seconde, il ressentit l'écho du jeune homme qui avait connu cette femme capable de résoudre des équations comme on joue. La seconde passa. Laurent, elle est venue? Chuchota Amélie, penchée vers lui. Oui, répondit-il, glacé. Et elle verra tout. La dernière étape apporta l'hommage. Le maître de cérémonie prononça un long discours sur la résilience, la stratégie et une ascension exemplaire. Il appela Laurent sur scène. Celui-ci marcha sous une pluie de flash, posant avec une maîtrise répétée. La plaque brillait entre des mains gantées. Et alors, la salle chauffée, l'animateur annonça, avant de conclure, un moment historique, la Fondation invite sur scène la propriétaire du groupe Aigle Doré pour célébrer le nouveau partenariat national de données hospitalières. Le salon retint sa respiration. Le mythe avait-il un corps? Quand Nadia entra dans la lumière, le silence réorganisa l'air. Laurent eut besoin d'une seconde pour assembler la scène, le tissu sculpté, les pas assurés, la tranquillité de son port de tête. Beaucoup ne savaient pas qui elle était. Une partie de l'élite découvrait. D'autres, rares, devinaient. Les frères aînés d'Amélie se raidirent un peu, ils reconnaissaient l'exécutif des rumeurs. François, depuis la loge, déglutit. Laurent releva le menton. Le maître de cérémonie présenta, Madame Nadia Ben Ali, PDG et fondatrice du groupe Aigle Doré. Bonsoir, dit Nadia au micro, dans un français impeccable. Merci à la Fondation, au Conservatoire et à tous ceux qui travaillent pour que la technologie et l'humanité ne s'excluent pas. Ce soir, nous célébrons un pas qui aligne hôpitaux, laboratoires et recherches cliniques dans une seule partition de données avec gouvernance. Ceux qui ont déjà essayé de diriger sans partition savent de quoi je parle. Avec le protocole Aigle, nous allons réduire les coûts, gagner du temps et sauver des vies. Applaudissements. Le discours n'était pas long. Il était précis. Nadia signa avec un stylo argenté. Le ministre signa. Le président de la fondation signa. Avant de rendre le micro, Nadia regarda la salle. Ses yeux croisèrent ceux de Laurent. Elle ne détourna pas. Avant de conclure, un communiqué d'entreprise, ajouta-t-elle, comme une note de bas de page. Le groupe Aigle Doré a finalisé aujourd'hui l'acquisition intégrale de Santé Consultoria, société qui détenait, entre autres, les plus grands contrats de conseil en efficacité hospitalière en France. L'opération inclut le rachat des créances dues par des tiers à Santé Consultoria auprès de 2 banques. Dès ce soir, tous les contrats où Santé Consultoria intervenait répondent directement au groupe Aigle Doré. Ceux qui connaissaient les coulisses comprirent. Laurent comprit tout. La majorité de son chiffre d'affaires, ses renouvellements, ses accès aux hôpitaux et aux laboratoires, passaient par Santé Consultoria. Il ne s'était jamais soucié de cet intermédiaire, trouvant confortable de ne pas avoir à gérer certains papiers. À présent, l'intermédiaire avait une propriétaire. Et cette propriétaire avait un nom et un visage. Un murmure parcourut les rangées comme le vent dans un champ de blé. Amélie fronça les sourcils, observant Laurent à distance. Le maître de cérémonie tenta de sourire. François quitta la loge en tremblant avec son téléphone. Au premier rang, Lucas souffla à l'oreille d'Hugo, « C'est maintenant ». Hugo acquiesça avec une fierté enfantine.
Laurent demanda le micro. Les caméras adorèrent. Un duel de lumière sur la scène principale. Madame Ben Ali, avec tout le respect, cette annonce surprend. Il modulait le ton charismatique qui faisait son succès dans les conférences, serrant les dents juste assez pour que cela ne se voie pas. J'imagine que nous avons beaucoup à discuter. En particulier. En particulier? Nadia inclina la tête, polie. Bien sûr que nous discuterons. Avec des avocats. Et avec votre équipe. Ils auront besoin d'explications pour comprendre les nouvelles structures. Mais puisque nous sommes sous de belles lumières et d'excellents micros, je laisse 3 points simples pour que personne ne se perde. Premièrement, les contrats qui soutenaient une grande partie de vos revenus répondent désormais à moi. Deuxièmement, les covenants de dette que l'Aigle Doré a rachetés aux banques incluent des clauses de contrôle activables en cas de manœuvre de trésorerie. Troisièmement, le partenariat national que nous venons de signer se passe d'intermédiaire, nous préférons la responsabilité directe. Le coup portait 3 temps et une signature. Pas d'hystérie. Une méthode. Amélie, livide, fixa Laurent comme on entend craquer un verre coûteux. L'animateur lâcha un « Eh bien, quelle soirée !» qu'un trémolo orchestral s'empressa de couvrir. Certains invités commencèrent à filmer sans détour. Laurent tenta une riposte. « Vous faites cela par vengeance ?» Nadia sourit avec les yeux, ce sourire qui ne cherche pas de public, mais qui reconnaît la fin d'un cycle. « Non, Laurent. Je le fais pour la gouvernance. Et pour la justice. La même que vous m'avez refusée quand vous avez écarté 2 enfants avant leur naissance. » Un frisson parcourut le salon, un redressement collectif. Les noms au-dessus des manchettes révisèrent la manière dont ils la regardaient. Nos enfants, Nadia, il avala, méritent. Ils méritent tout. Et ils ont tout? Nadia fit un signe de tête. Les garçons, au premier rang, se levèrent. La caméra captura 2 visages identiques, 2 petits costumes, 2 garçons solides. La salle écarquilla les yeux. Lucas et Hugo, dit Nadia, sans trembler. Mes fils. Laurent les regarda comme on découvre un miroir trop tardif. François réapparut, en sueur, murmurant que les banques confirmaient, les lignes de crédit avaient changé de main cet après-midi. L'opération était close. Le pont par lequel passait l'argent avait désormais un nouveau péage. Nadia, la voix de Laurent vacilla. Tu as planifié ça depuis quand? Depuis le jour où tu m'as sous-estimé, Laurent. Son ton ne portait ni rancune ni colère, seulement un constat. Et depuis le jour où j'ai compris que le vrai pouvoir n'est pas rugissement, mais architecture. Elle se tourna vers Amélie. Le respect ne tremblait pas. Vous semblez intelligente, madame. La vie offre parfois des leçons coûteuses. Vous saurez quoi en faire. L'animateur, désorienté, tenta de clore l'hommage, mais la salle n'attendit pas la baguette. Les applaudissements jaillirent en vagues. Ce n'était pas pour l'humiliation. C'était pour la clarté. Pour le courage. L'orchestre, avec un tact exemplaire, modula du Debussy pour ne pas concurrencer la scène. Nadia rendit le micro, remercia encore la fondation et descendit de l'estrade. Lucas et Hugo coururent vers elle avec la retenue des enfants qui sentent la grandeur des instants. Elle les étreignit à hauteur d'épaule. « Maman, il va » commença Lucas. « Il va découvrir qui il n'a jamais été » répondit Nadia doucement. « Et nous, nous allons dîner. Tu te souviens du Lapérouse? Dessert d'abord. » Les garçons rirent, complices, comme on garde un secret avec sa mère. 3 ans avant cette nuit-là, quand ils avaient 4 ans, Nadia avait compris qu'il ne suffisait pas d'être la meilleure consultante en efficacité de Paris. Il fallait nouer les fils de l'écosystème, données, technologie, opérateurs et inévitablement capital. Elle avait créé une cellule pour racheter des dettes stratégiques sous-évaluées, invisibles au radar des grands fonds. Ce type de mouvement ne fonctionne qu'avec une patience obsessionnelle. Une nuit glaciale sur l'île Saint-Louis, elle dessina sur une serviette l'organigramme qui, si tout réussissait, la placerait un étage au-dessus des intermédiaires. La nuit suivante, elle signa le premier accord. Santé Consultoria, qui semblait un simple prestataire bien connecté, avait des veines partout. Avec le temps, l'Aigle Doré racheta une à une les lignes qui irriguaient l'arbre. Ce soir, elle avait choisi la scène pour arroser le tronc en public. Les fiançailles de Laurent et Amélie, qui devaient être annoncées comme un feu d'artifice sans feu, restèrent enfermés dans une boîte invisible. Les frères d'Amélie l'encerclèrent de sourires polis et de questions techniques. Convenant?
Effet de levier? Exposition sectorielle. Laurent répondit en pilote automatique, sentant la soirée lui filer entre les doigts avec la texture du gel. François parlait au téléphone comme s'il négociait de l'oxygène. Les journalistes réclamaient une déclaration. Laurent avait la gorge pleine de sable. Nadia ne resta pas jusqu'à la fin de l'événement. Elle emmena ses fils vers la sortie latérale. La Bugatti ronronnait déjà, attirant les regards des connaisseurs. Avant d'atteindre la porte vitrée, Laurent intercepta le chemin. Sur son visage, une chose jamais apparue dans les photos, une humilité hésitante. « Nadia, s'il te plaît. 2 minutes. » Elle le regarda comme on observe un meuble ancien sur un marché aux puces et qu'on décide de ne pas acheter. « 2 minutes, Laurent. J'ai eu tort. » Ses yeux se posèrent un instant sur les garçons puis s'échappèrent. « Vraiment. Puis-je essayer d'être père ?» Le silence qui suivit n'était pas un gouffre. C'était une table de négociation morale. Nadia s'agenouilla au niveau des enfants. « Qu'en pensez-vous » Lucas regarda Hugo avec la sagesse de ses 7 ans. « Maman, honte à toi. On a la marraine, Madame Latifa, on n'a pas besoin, mais s'il lui apprend, peut-être qu'on pourrait le connaître. » Peut-être. Hugo acquiesça, sérieux. Avec des règles. Et sans humilier personne. Nadia releva les yeux vers Laurent. Ils ont raison. Si un jour tu veux apprendre à être adulte, la porte c'est le respect. Adresse-toi à nos avocats. Cela commence par une conversation difficile avec eux, avec toi et sans caméra. Laurent déglutit. Il acquiesça. Il n'y avait pas de scène ici. Il y avait une marche. Nadia pressa le bouton de la clé, la Bugatti clignota. Les garçons montèrent à l'arrière, complices du rituel. Merci pour l'invitation, Laurent. La phrase sortit nette, sans venin. Elle m'a donné la scène idéale pour clore le mauvais chapitre. Dehors, la nuit parisienne soufflait une brise légère. La ville avait l'habitude de ne pas s'étonner du destin, Paris a presque tout vu. Nadia accéléra doucement, tourna dans la rue de la Paix et ne regarda pas dans le rétroviseur. Elle avait un groupe à diriger, 2 garçons à élever et tout un écosystème à perfectionner. Le lendemain, les manchettes donnèrent le ton. Certaines choisirent la facilité du ragot, la dirigeante mystérieuse qui a pris la scène de l'opéra. D'autres furent sérieuses, la nouvelle architecture des données hospitalières pourrait sauver des milliards au système. Ce que les journaux ne saisirent pas, c'était le détail essentiel, celui qui construit de l'intérieur n'a pas besoin de crier à l'extérieur. Nadia reprit sa routine au bureau de la place Vendôme, avec un agenda serré, intégration de santé consultoria, comité d'éthique sur l'intelligence artificielle, réunion avec des laboratoires, entretien avec le conservatoire à propos du piano offert. Sur le tableau d'affichage, un billet écrit d'une main d'enfant, « Maman, ce soir on mange des pâtes ?» Signé L&H. Elle sourit seule et écrivit, « Oui. » Et dessert d'abord. Laurent, pour sa part, découvrit la texture des emails courts et secs des banques, nouveaux responsables pour les lignes de crédit, nouvelles autorisations, nouveaux rapports. Il réapprit à dire s'il vous plaît à ceux qui l'ignoraient autrefois. Amélie prit son propre temps. Elle avait une vie de choix à faire, et elle ne les ferait pas au son d'applaudissements vides. François travailla comme jamais, colmatant les brèches au maximum. Certains employés du cabinet de Laurent furent replacés grâce aux recommandations directes du groupe Aigle Doré, d'autres trouvèrent des projets dans des hôpitaux. Il n'y eut pas de destruction pour la destruction. Il y eut réorganisation. La responsabilité, c'est aussi cela, ne pas laisser de décombres. Le soir, Lucas et Hugo s'endormirent en écoutant des pianistes qu'ils avaient choisis dans une playlist. Nadia resta un moment à contempler la ville par la fenêtre, les toits de zinc, la pointe dorée de la colonne Vendôme, des rires dans un bistrot au coin. Paris restait une carte, mais c'était désormais la sienne. Elle sortit un vieux carnet, celui de la serviette devenu organigramme, et griffonna 3 mots, prochain mouvement, enseignement. Elle sourit. Ceux qui apprennent à voir les schémas dans les chiffres finissent par vouloir enseigner au monde à les discerner. Au fond, ce que cette nuit montra, ce n'est pas seulement que l'argent n'achète pas le respect. Elle montra que le respect construit l'argent et le sens. Que celui qu'on a sous-estimé hier peut diriger l'orchestre demain. Et que certaines invitations, livrées avec dédain, reviennent signées par le destin. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer des histoires qui émeuvent, inspirent et prouvent que rien n'est impossible à celui qui n'abandonne jamais. Et souvenez-vous,
votre place est là où vous choisissez d'être, ne laissez jamais personne dire le contraire.